Bienvenue à tous nos auditeurs sur Premier Pas FOH, le podcast qui éclaire la gestion de l'humain dans l'entreprise. Je suis Pascal Lafaille, consultant et formateur en facteurs organisationnels et humains. Alors, vous connaissez tous le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUER. Mais aujourd'hui, il y a eu pas mal d'évolutions, au moins réglementaires, pas dans la forme, mais dans la réglementation. Et donc, j'ai choisi d'inviter aujourd'hui une personne pour nous parler de ce sujet-là qu'il connaît très bien, car je dirais il a développé une solution pour ça. Mais l'essentiel de la discussion ne va pas forcément porter là-dessus, car il y a plusieurs pratiques de la part des sociétés, des organismes pour accompagner les entreprises, les TPE, PME dans cette démarche. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu d'une de ces démarches-là que voilà, moi je trouve personnellement critiquable, mais en tout cas, c'est peut-être pas de l'avis de notre invité et donc ça va être intéressant d'avoir son point de vue. Aujourd'hui, pour nous accompagner donc dans cette discussion, j'ai le plaisir de recevoir la société AT Consulting et par la présence d'Arnaud Cellier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bon, Arnaud, on se connaît maintenant depuis quelques temps. En plus, on fait partie, entre guillemets, d'un club informel des acteurs de la prévention, le CAP à Toulouse. Donc, avec plein de spécialistes qui, entre guillemets, ont une action autour de la prévention dans les entreprises, dans des milieux très, très différents. Donc, comme on se connaît, je te propose d'employer le tutoiement. Oui, pas de problème. Ça te va? OK. Est-ce que tu veux te présenter, et cela de la façon dont tu le souhaites? Oui, je peux faire ça rapidement. Donc, comme tu viens de dire, hein, Arnaud Cellier, 55 ans. Donc, au début de sa dernière ligne droite, avec un passé plutôt effectivement dans le monde aéro pendant 25 ans. Formation ingénieur de base en génie industriel et de production, d'accord. Plutôt orienté petite structure ou société de taille moyenne en fait dans un premier temps, puis après du travail effectivement dans un grand groupe. Et puis arrivé effectivement à 50 ans, l'idée de dire je vais revenir sur quelque chose plus à taille humaine et essayer de mettre à profit les compétences que j'ai acquises en gestion de risque au profit d'entreprises de petite taille ou de taille moyenne. Et en choisissant un sujet qui m'a paru intéressant à la fois pour le côté humain, mais aussi pour le côté réglementaire, à savoir la gestion des risques professionnels. D'où la création, effectivement, en 2020, de cette structure AT Consulting que tu as introduite tout à l'heure. Hmm. OK. Et, euh, et donc, tu évoques, voilà, tu as travaillé avec des très grosses entreprises, la gestion des risques dans des milieux aéronautiques ou dans des milieux à haut risque et plutôt industriels. Euh, donc, tu évoques que tu as voulu t'intéresser au sujet de la gestion des risques professionnels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a motivé encore plus là-dedans? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Parce que bon, tu continues à travailler, tu continues à travailler avec aussi des grosses entreprises, mais qu'est-ce qui a fait que tu te dis, tiens, il faut que je m'intéresse à ces petites entreprises-là aussi? Encore une fois, le côté humain et le fait de m'être renseigné aussi sur, le déploiement et je me suis rendu compte qu'effectivement, bon, on en reparlera, je pense, en fait, au cours de notre discussion, mais un déploiement qui est plus faible sur ces sujets-là, en fait, dans les petites entreprises, alors que pour moi, c'est ces entreprises, en fait, qui sont les plus exposées dans la mesure où quand on a un problème, d'accord, quand on a un risque professionnel avéré, donc potentiellement un accident, l'impact sur une petite structure est beaucoup plus important que sur une grosse. Hmm. D'où l'idée de m'investir sur le sujet et de proposer en fait des solutions, puisque comme la plupart des gens, cette activité-là ne fait pas partie de leur cœur de métier. Donc l'idée, c'était de leur proposer une solution pour les accompagner à répondre à cette problématique. À la fois, comme je l'ai dit, sur le problème réglementaire, mais travailler sur la gestion des risques professionnels, c'est travailler aussi à la pérennisation de l'activité de la société. Hmm. Et donc mon idée, c'est d'essayer en fait d'être force de conviction pour qu'effectivement les entrepreneurs, les employeurs intègrent ça en fait dans la stratégie
de leur entreprise pour la pérenniser en fait dans le temps. D'accord, ok, oui, intéressant. Et ben écoute, je te propose de voir ça selon, je dirais, trois axes. Le premier, euh, ce dont j'évoquais un peu en dehors tout à l'heure, là, des pratiques que j'appelle moi la prévention par la peur. Et je partagerai un retour d'expérience et tu me diras si tu as vécu des choses un peu comparables. La deuxième partie que je voulais voir, c'est un peu comment justement ce document unique d'évaluation des risques professionnels, ça peut devenir un outil de gestion et dépasser le côté simplement obligatoire et tu l'as un peu évoqué. Et la dernière partie, c'est ben, voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que comme je disais, il y a des décrets au compte-gouttes. Mhm. Voilà, et donc voir ce qu'une entreprise, une TPE, PME aujourd'hui devrait avoir en tête sur ce sujet-là. Est-ce que ça te va? Ça me paraît complet, oui. Bon. Alors, je te propose en premier sujet voilà, de dégrossir un peu certaines pratiques, mais avant, pour qu'on parle un peu on introduise un peu ce sujet du document unique. C'est quoi aujourd'hui les règles qu'il faut retenir sur vraiment les obligations de réaliser son document unique? Est-ce que tout le monde doit le réaliser? Est-ce que c'est une question de taille d'entreprise? Est-ce que c'est une question de secteur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'une entreprise devrait avoir en tête pour se dire, ben, je dois réaliser mon document unique ou je ne dois pas réaliser mon document unique? Alors déjà, première chose, comme on l'a dit, DURP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc déjà, première chose, contrairement aux idées reçues, sachez que quelle que soit l'activité, ben forcément, il y a des risques associés en fait à l'activité qui est pratiquée dans le cadre professionnel. Ça, c'est le premier élément. J'ai tendance à m'amuser généralement pour dire qu'effectivement, dans le secteur tertiaire, le seul risque n'est pas en fait de se casser un ongle entre les deux touches d'un clavier. D'accord. Il y a un certain nombre d'autres risques auxquels cette population est exposée. Première chose. Deuxième chose, effectivement, le critère, le déclencheur, c'est le fait en fait d'avoir un salarié. Donc aujourd'hui, toute société qui a au moins un salarié, hein, se doit de faire une évaluation des risques professionnels et de la formaliser à travers le fameux document unique. Et donc, ça veut dire que tu dis un salarié, mais moi qui suis en dehors des activités extra-professionnelles dans le monde associatif, on a beaucoup de fédérations, de grosses associations qui ont des fois un salarié, une secrétaire ou du personnel administratif. Est-ce que eux aussi doivent réaliser un document unique? Un document unique? À partir du moment où vous avez effectivement une personne qui travaille au sein d'une structure, d'accord, forcément, vous devez avoir un document unique. Donc, quand on dit salarié, c'est valable pour un alternant, c'est valable pour un stagiaire, à partir du moment où on accueille des gens, alors il y a le cas particulier où on peut avoir effectivement recours à de la sous-traitance et à ce moment-là, c'est la propre structure en fait qui se doit d'avoir fait son évaluation. Hmm, Quoi qu'il y a quand même effectivement un point à envisager dans ce cas-là, ça veut dire que vous vous retrouvez en fait au sein d'une même structure avec des gens qui viennent de sociétés différentes, donc potentiellement avec un risque, d'accord, lié à la coactivité. hmm, Je vais vous donner un exemple très simple. Récemment, avec un client, une structure qui est qu'on peut considérer comme une agence immobilière, avec des locaux qui sont partagés effectivement par 2 structures différentes, une plutôt sur de la vente, l'autre plutôt sur la gestion locative, d'accord? Beh, potentiellement, la structure travaillant sur la gestion locative se retrouve à manipuler en fait des liquidités, ce qui n'est pas le cas en fait de l'autre. D'où en fait le fait d'introduire un nouveau risque potentiellement de braquage, d'accord? Et donc là, hmm, typiquement, on est dans un risque de coactivité. d'accord. Ok. Oui, donc ça peut. En fait, il y a d'abord une évaluation de la situation et de l'activité OK, qui va permettre de tout voir à fait. si on y est. Mais ça veut dire que à partir d'un salarié, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures, TPE, comme je disais, associatives qui ont des salariés. Mais d'après toi, il y en a combien d'entreprises en France qui ont réalisé ce document unique? Alors, je vais pas parler de nombre, je vais parler plutôt de pourcentage, d'accord? Mm. Mais ce qui ressort de différentes, études, de différentes enquêtes qui ont été faites sur le sujet, aujourd'hui, globalement, on est à peu près à un peu moins de 50 en fait, de structures qui l'ont déployé. Mm. Et comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit effectivement aussi au départ, eh beh, mine de rien, quand on regarde le tissu
d'accord, des sociétés effectivement en France, on a énormément en fait de structures, d'accord, qui ont des effectifs, d'accord, très faibles. Mm. Et donc, c'est effectivement dans ces structures-là, je pense qu'il y a un effort le plus significatif effectivement à fournir, puisqu'à partir d'une certaine taille d'entreprise, généralement, en fait, en termes d'organisation, il y a des services dédiés à ce sujet. Alors, si le service n'est pas dédié, au moins avec des membres d'un service qui sont en charge de cette Mm. activité. Oui, puis on a à partir d'une certaine taille aussi, on a le comité social économique, le CSE, qui a en général ses parties prenantes dans la réalisation, ou au moins dans le suivi du document unique, même s'il ne le réalise pas, il contribue grandement à l'avancée du document unique. Tout à fait, comme tu le dis, effectivement, le CSE ne fait pas à la place d'eux, mais par contre, est constitué de membres qui normalement, en fait, ont une bonne vision de l'activité de l'entreprise et donc qui sont à même d'avoir un jugement critique, en fait, sur son contenu, à la fois sur le contenu du document unique, mais aussi sur le plan d'action associé. Hmm. Donc forcément, au-dessus de 11 salariés, qui est le déclencheur, en fait, pour avoir un CSE, eh bien, on a notamment les membres de CSE qui sont demandeurs, en fait, de cette évaluation. Hmm. D'accord. Oui, oui. Oui, donc c'est vrai que voilà, ça va souvent être dans les petites entreprises en dessous de 11, c'est ça que tu dis, Oui. et en dessous de 11 où on va avoir souvent un défaut du document unique. Tout à fait. Hmm. Parce qu'effectivement, c'est pas leur cœur de métier et je pense qu'on en parlera plus tard, mais on Hmm. essaiera, en fait, d'analyser pourquoi, en fait, on est dans cet état-là aujourd'hui. Ouais, d'accord. Et donc, ce qui a un peu déclenché un peu mon souhait de faire ce podcast avec toi, c'est que l'année dernière, j'ai réalisé un document unique pour vraiment dépanner une amie sur le sujet. Et en fait, elle avait une cliente avec un salarié, donc on est vraiment dans le scope de ce qu'on a évoqué juste avant. Et elle avait reçu un courrier qui lui disait qu'elle n'avait pas son document unique et qu'elle devait, sous 30 jours, régulariser. Alors, comme je dis, je disais, j'ai fait ça pour la dépanner, donc j'y suis allé, c'était moitié du bénévolat, comme on dit. Quand je me suis rendu sur place, ben, j'ai vu ce courrier. Et surtout, j'ai vu ce que l'entreprise avait déjà réalisé depuis 4 ans. Et elle avait déjà réalisé une analyse de risque qui avait la forme qu'elle avait, mais qui était quand même très cohérente pour une petite entreprise d'un salarié, quand on sait que, tu dis, 50% n'ont rien fait. Et j'ai fait quelques recherches. Et j'ai pu découvrir qu'il y a des sociétés qui envoyaient des courriers en masse aux petites entreprises pour leur faire peur et leur facturer des documents uniques qui, je pense, pour la plupart, sont des documents uniques déjà tout faits, qui correspondent à un métier. Et puis voilà, voilà, je vous envoie, on change le nom de l'entreprise en haut. Et puis voilà. Et comme les entreprises ben, sont pas forcément sachantes, peut-être tu nous en parleras tout à l'heure, eh bien elles peuvent vite tomber dans le panneau, entre guillemets, et même si elles ont déjà fait des choses, refacturer en tout cas de nouvelles missions. Euh, et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un membre de mon réseau qui m'a envoyé un mail, donc là, pas par courrier physique, mais par mail, un organisme, pareil, qui jouait sur l'urgence du document unique, sous peine d'amende. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette approche? Moi, je pense que voilà, c'est pas une approche qui va engager les gens parce qu'ils vont le faire juste pour pas avoir la peine, entre guillemets, pour pas avoir l'amende, mais le document, il va dormir derrière. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, comme toi, je m'inscris en faux totalement, en fait, par rapport à cette démarche-là. Première chose, parce que je ne sais pas si je suis parvenu à le faire jusqu'à présent, mais j'espère au moins que j'y arriverai d'ici la fin, effectivement, de cet exercice-là. Mais en tout cas, pour moi, travailler sur la prévention des risques professionnels, en faisant de l'accompagnement comme je le fais, ce n'est pas travailler sur la contrainte, sous la contrainte. L'idée, effectivement, c'est de faire prendre conscience aux gens que, mine de rien, c'est l'occasion de prendre du recul pour faire une analyse de l'activité et des risques auxquels sont exposés, effectivement, les employés. Le but étant, en se posant, de faire cet état des lieux de manière la plus exhaustive et donc du coup la plus spécifique possible en fait. Donc quand je dis spécifique, c'est-à-dire lié à l'activité réelle de l'entreprise, d'où le fait que un document, un modèle à déployer pour X entreprise pour moi n'est pas valable, première chose. Deuxième chose, comme je le dis, et là l'idée c'est pas de se mettre d'un côté ou de l'autre.
pour moi, notre travail, c'est de se poser et c'est de travailler à la fois pour la sécurité des employés, d'accord, et aussi de permettre à l'employeur de faire cet état des lieux et pour être sûr de son côté qu'il a mis tous les moyens en fait en œuvre pour atteindre cet objectif-là. Puisque effectivement, il n'y a pas que la contrainte, mais il y a quand même une notion de responsabilité et il ne faut pas qu'un employé le matin en allant travailler s'expose à des risques. Ce n'est pas le but. Donc le but de notre démarche, c'est de garantir justement que tout le monde va travailler dans de bonnes conditions et que l'employeur aussi va être en mesure de montrer que cette analyse, il l'a faite. Le document unique parfait n'existe pas, mais par contre, au moins qu'il n'y a pas de gros risques qui ont été négligés. Mm. Puisqu'aujourd'hui, et il y a des arrêts en fait sur le sujet, d'accord, qui l'ont montré. Aujourd'hui, si un employeur il est prouvé que cet employeur-là, en fait, n'a pas mis les moyens de prévention, en fait, à disposition de ses employés, alors qu'il avait forcément connaissance, en fait, des risques auxquels ils étaient exposés, il y a la notion, en fait, de faute inexcusable. Donc, je ne veux pas brandir, en fait, encore l'épée de Damoclès en disant attention, d'accord, vous risquez de prendre une amende. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée, c'est on se pose et en fait, on travaille entre gens responsables pour sécuriser les uns et les autres. Et mine de rien, on travaille tous dans la même boutique. Et Mm. l'idée, c'est de sécuriser ensemble, en fait, qu'on va pérenniser l'activité. Puisque le patron, effectivement, c'est sa structure, mais l'employé, a priori, s'il est dans de bonnes conditions de travail, en fait, il a envie d'y travailler aujourd'hui, sans doute demain, et potentiellement après-demain. D'accord. Et Mm. quoi de mieux pour fidéliser les gens, de leur montrer, en fait, qu'on prend en compte, d'accord, dans la stratégie de l'entreprise, le fait d'assurer, en fait, des bonnes conditions de travail. Mm. Donc, plutôt que de faire réagir les gens en fait sous la contrainte, je préfère essayer de travailler sur cet état d'esprit-là. Première chose. Deuxième chose, ce que je m'engage à dire, c'est que toute petite structure, d'accord, qui ne connaît pas, et c'est normal, d'accord, ce n'est pas son cœur de métier, ne doit pas réagir en fait dans la précipitation, puisque, sauf erreur de ma part, même s'il y a eu des évolutions réglementaires ces dernières années, le document unique, en fait, est obligatoire depuis 2001, donc depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas d'urgence, d'accord. Cette obligation reste valable, d'accord. Tout le monde est censé effectivement y répondre, mais à partir du moment où la personne prend conscience de son intérêt, justement l'intérêt, c'est de faire le travail correctement et de ne pas le faire dans l'urgence. Mm. Et donc de privilégier un réel accompagnement sur le terrain. En Mm. tout cas, c'est mon point de vue. Mm. Oui, et je pense on va en parler tout à l'heure comme en parlant de l'outil comme outil de gestion, mais c'est vrai que en plus, en cas de problème, ça fait partie des documents, des premiers documents qui vont être saisis par les autorités avec les registres sécurité et autres. Et une fois qu'ils ont été saisis, ils sont figés entre guillemets. Donc, euh, j'ai pu observer même dans des entreprises de bonne taille, hein, où c'est des services HSE qui réalisent ce document unique que on a des vrais écarts. Parce que tu disais le côté unique de Mm. l'entreprise, du document unique par rapport à une entreprise. Et j'ai pu observer des écarts importants entre le document unique et la réalité. Mhm. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont dans le document unique, mais qui n'existent pas dans la réalité. Et inversement, il y a des choses qui existent dans la réalité, qui sont des bonnes pratiques en matière de mesures de prévention Et qui ne et sont qui pas ne dans le sont coin. pas transcrits dans le document unique. Donc c'est un peu problématique, c'est un peu gênant, un peu problématique. Alors il y en a un, tu parlais de juridique, mais c'est vrai qu'il y a un des cas, si tu te retrouves au tribunal, dont on te dira oui, bon, mais la mesure existait, donc bon, c'est pas trop grave. Mais par contre, si vous inscrivez des choses parce que vous avez des documents uniques tout faits, mais que ça n'existe pas dans votre entreprise, un, vous n'allez pas identifier que c'est un axe d'amélioration. Deux, ben, on pourra vous mettre en défaut aussi d'avoir mis quelque chose que vous n'avez pas appliqué. Là, on va vous poser des questions. D'où l'intérêt, c'est ce qui vient encore appuyer en fait le côté accompagnement, puisqu'effectivement, en étant sur place et ça peut être le cas aujourd'hui, on peut très bien en fait faire des sessions de travail aussi en virtuel, mais Hum, en gros avec de la visite virtuelle. hum, On peut très bien en fait faire le tour d'une entreprise en fait de manière virtuelle avec un référent ou l'employeur qui nous fait faire le tour en fait pour nous montrer, pour nous donner une bonne idée effectivement de l'environnement en fait dans lequel il travaille. Mais hum, l'accompagnement va permettre de dire attention justement, si vous identifiez cette mesure-là,
il faut que vous soyez effectivement capable, en fait, de le montrer, typiquement si vous avez un contrôle. Et Mmh. encore une fois, puisque notre but, c'est de travailler sur la pérennité effectivement de l'activité, quel intérêt d'identifier une mesure préventive, d'accord, un moyen de prévention, si effectivement il n'est pas disponible, Mmh. à part simplement répondre, excusez-moi du terme, hein, bêtement à une exigence réglementaire. Mmh. Parce que là, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, vous faites ça en prenant le risque effectivement, heu, d'être pris en défaut, d'accord? Mmh. Si mine de rien, vous êtes pris en défaut, notamment lors du renseignement, pour des éléments en fait, dans le cadre d'une poursuite judiciaire, ça veut dire en gros, on est dans le cas d'un problème avéré. Donc, dans un cas comme ça veut dire qu'en fait, on a tout faux sur toute la ligne, hein, puisqu'il y a eu un problème, d'accord? Et il est prouvé pendant, en fait, l'instruction qu'en plus, en fait, on a donné des informations qui étaient fausses. Donc Mmh. là, typiquement, on est dans l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Oui, tout à fait. OK. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y avait moins de 50% des entreprises qui ont réalisé ce document unique. Et c'est quoi les freins qu'ont les entreprises pour ne pas avoir, entre guillemets, réalisé ces documents? Déjà, bon, répondre à cette obligation que tu disais qui est en vigueur depuis 2001. Alors, c'est quoi les freins qu'elles rencontrent? Alors, surtout les TPE, PME. Alors, première chose, et je pense qu'on l'a dit un certain nombre de fois, c'est que déjà, c'est perçu comme un travail très, très administratif. D'accord? Et c'est encore amplifié par le fait de gens qui proposent effectivement des solutions en ligne avec un lien, avec un modèle en fait à déployer. Ça, c'est la première chose. Donc c'est perçu comme, quelque chose d'administratif et dans les petites structures, on le sait tous, d'accord? La partie administrative est très, très importante et donc du coup, la priorité est pas forcément mise en fait sur ce sujet-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est le cas. Je n'ai pas la prétention, en fait, de connaître tous les métiers. Et encore une fois, là, on est bien loin, hein, du cœur de métier, par exemple, d'un artisan, qui est peintre et qui le sort, en fait, doit faire un document unique, d'accord? Franchement, il sait pas du tout comment s'y prendre et malheureusement, s'il va effectivement sur la toile pour chercher des infos, il peut trouver énormément d'infos, mais laquelle est la bonne? Enfin, donc du coup, ça va lui prendre, en fait, énormément de temps. Déjà, pour essayer de trouver une solution, d'accord, et faire le tri. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, le risque qu'il y a, c'est que quand ça prend trop de temps, eh beh, que la personne, effectivement, en cours de route, se dise: «Ah ouais, non, mais c'est pas pour moi, en fait, j'arrête, c'est pas possible». Et donc là, on est dans le côté le plus négatif possible, c'est-à-dire que quelqu'un qui a essayé effectivement de jouer le jeu, Mmh. mais qui du coup n'y arrive pas, donc a perdu du temps, ce qui était effectivement ce qui est le plus précieux dans des petites structures, et mine de rien, n'a pas de résultat. Mmh. Donc en gros, on n'a pas le résultat, on a perdu du temps et donc de l'argent. D'accord? Et on n'est pas plus avancé puisqu'on est encore exposé en fait au fait que, on ne répond pas en fait à l'exigence réglementaire et surtout, en fait, on n'a pas fait le travail de manière exhaustive pour sécuriser qu'on a tout mis en place en fait dans notre structure. Donc je pense que là, on a les freins effectivement majeurs. D'accord. Après, il y a un manque d'information, d'accord? Où aujourd'hui, on est dans un monde où on a effectivement beaucoup d'informations, mais souvent, en fait, des informations essentielles, d'accord, sont perdues dans une montagne d'informations. Et Mmh. effectivement, il y a énormément de petites structures qui n'ont pas conscience qu'elles peuvent être accompagnées de manière efficace, effectivement, sur le sujet, avec des solutions qui peuvent être adaptées, en fait, à leur taille d'entreprise. Mmh. D'accord. OK. Je ne sais pas si j'ai été clair? Ouais, ouais, très bien, c'est très clair, mais c'est vrai qu'on voit bien. Est-ce que, tout à l'heure, on parlait de la frontière avec les 11 salariés, là. Oui. Est-ce que tu rencontres, je dirais, jusqu'à quelle taille, à peu près, tu rencontres ce type de frein lié au temps, à l'investissement, à la compétence? euh, Jusqu'à quelle taille, à peu près, d'entreprise tu croises ça? Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt sur les petites boîtes, en fait, petites structures, en fait, de moins de 11 salariés. Parce Hmm, qu'à partir du moment, effectivement, où on passe ce seuil-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un CSE. hmm, Donc il y a un CSE qui a ça, effectivement, dans ses prérogatives, donc et qui va poser les questions et qui, mine de rien, va prendre aussi, dans son giron, le fait de potentiellement, en fait, trouver des solutions sur le sujet.
Et donc, je pense que dans un cadre comme ça, et j'aime bien le faire effectivement comme ça dans le cadre de formation CSE, on va être dans l'idée de la co-construction en fait autour de ce sujet-là entre l'employeur en fait et le CSE. Hmm. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, c'est vraiment pour les entreprises en fait de moins de 11 salariés. Oui, oui. Ok. Après, je pense que pour avoir vu des DU dans des entreprises de 35 personnes qui n'ont pas de CSE parce qu'il n'y a pas de CSE qui se crée, Mhm. hein, parce qu'il y Oui, a, ça peut arriver. je pense que si là, c'est pas le sujet du CSE, mais je pense que entre 11 et 50 personnes, il y a énormément de petites entreprises qui n'ont pas de CSE encore à ce jour. Euh, Oui. par défaut, par manque Qui ont des PV de carence en fait qui sont valables d'échéance. pour 4 ans. Voilà. Et Mm. j'ai vu, bon, je parle de ça d'il y a 2 3 ans déjà, hein, parce qu'aujourd'hui les DU, j'en fais plus, ou vraiment juste pour dépanner des amis, mais c'est, comment dire, on voit qu'il y a des DU qui existent, mais qui sont des DU de façade. Enfin, j'appelle ça des DU de façade, je sais pas le forcément le bon terme, mais entre guillemets, voilà, j'ai fait un DU parce que ça répond à l'obligation d'avoir fait un DU. Mais quand on rentre un peu dans la lecture du document unique, ben on s'aperçoit que, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'écart entre ce qui est écrit et la réalité. Et on peut, en fait, ce n'est pas considéré comme un outil de gestion, mais plutôt comme une réponse au fait, vous voyez, j'ai mon document qui est fait. Mais tout simplement. Alors, ça va encore appuyer ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ça montre bien que cette activité-là, en fait, il faut lui donner du sens. Hmm, Il faut que les gens comprennent bien l'intérêt que ça a. Parce que concrètement, si je me mets à la place d'une petite structure, d'accord, dont le bien le plus précieux, en fait, est le temps. Sachant qu'aujourd'hui, il y a moins de 50% en fait des entreprises en fait qui l'ont déployé. Eh ben moi, je vais me fendre en fait d'un document unique qui est loin d'être abouti, mais je pourrais très bien faire valoir le fait que déjà, en fait, moi, j'ai quand même le mérite d'en avoir un. hmm, Et je ferai valoir l'argument que ben, je ne suis pas parfait, en fait, comme la plupart des gens. hmm, Donc, j'ai optimisé mon temps et j'ai identifié effectivement des risques majeurs, et je n'ai pas eu le temps d'aboutir en fait sur la démarche. hmm, Mais au moins, j'ai eu le mérite de l'initier. Et je pense que pendant longtemps, en fait, les gens ont surfé là-dessus. Et pour l'avoir vécu aussi, en fait, dans certaines structures, quand je demande l'existant, la première chose que je fais, en fait, je passe le doigt, en fait, au niveau de la date de mise à jour du DU pour mesurer la quantité, le nombre de couches de blanco qu'il y a eu effectivement sur le document. Où hmm, la préoccupation des gens, en fait, c'était de dire oui, oui, je l'ai mis à jour, je change la date, comme tu hmm, l'as dit tout à l'heure, sans hmm, forcément travailler sur le fond. hmm. Donc, on ne peut Ok. pas reprocher ça aux gens. Par contre, ça montre bien qu'effectivement, le côté purement épée de Damoclès par rapport aux aspects documentaires n'est pas suffisant. Hmm, Il faut vraiment qu'on travaille sur le sens que ça a et l'importance que ça a, en fait, dans la durée. hmm. Ok. Ben, c'est très intéressant. Ça fait une transition avec la partie suivante et ben, qu'on va retrouver tout de suite. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie et l'idée, c'est de voir comment cet outil, qui est d'abord une obligation, mais comment ça peut être une opportunité pour une entreprise. Est-ce que Arnaud, tu as des pistes à nous donner là-dessus? Tu as déjà un peu évoqué des choses, mais vraiment, comment quel est ton discours des fois quand tu rencontres un chef d'entreprise, une TPE, pour qu'il envoie une autre vision qui dépasse le côté réglementaire? Alors, moi, je le vois comme comment je le présente en fait et comment je peux entamer une discussion en fait avec un entrepreneur sur le sujet, un employeur. Première chose, l'humilité. Nous sommes là en fait pour parler de prévention des risques professionnels. Nous ne pouvons pas avoir la prétention en fait de connaître tous les métiers. Donc déjà, la personne avec laquelle on discute, c'est elle qui sait. Elle sait de quoi on parle. Elle sait de quoi elle parle. Donc nous, en fait, on va l'amener en fait à structurer la réflexion sur le sujet. Bon, c'est pas pour ça qu'effectivement la personne va sauter à pieds joints dans la démarche. Par contre, un point aussi
qui est intéressant, c'est de demander en fait à cette personne de se poser et de regarder dans le rétro et de regarder tout ce qui s'est passé dans sa structure depuis sa création. Et potentiellement, cette personne-là peut avoir en tête en fait un certain nombre d'incidents ou d'accidents qui ont eu lieu. Donc l'idée, c'est de lui dire, ben, en travaillant notamment sur le document unique, ça va permettre en fait de prendre en compte le passé et de regarder si on a mis des choses en place en fait au sein de la structure qui permettent de s'assurer que le pépin qu'on a eu en fait ne va pas se reproduire. D'accord? Mm. Donc, pour moi, c'est déjà une première dimension du document unique, c'est de dire que quand je fais le document unique, comme quand je suis dans une voiture, d'accord, normalement je regarde devant, mais si j'ai des rétros, c'est pas pour rien. Donc c'est intéressant de regarder sur ce qui s'est passé en fait avant, d'accord, pour voir si on a réellement pris en compte ça et si on a mis en chose des moyens en place pour éviter que ça se reproduise, d'accord? Déjà. La deuxième chose, c'est de dire, eh ben, mine de rien, ben, votre activité, en fait, aussi, elle a évolué. Il y a eu des évolutions techniques, d'accord? Vous avez été amené, en fait, à développer certains secteurs de votre structure, d'acheter de nouvelles machines, d'accord? Tout ça, en fait, ce sont des éléments nouveaux qui potentiellement, en fait, ont changé la vision que vous aviez au départ de votre activité. Avec, ben, notamment, en fait, un certain nombre d'améliorations, en fait, sur la partie, en fait, sécurité au travail, mais aussi la possibilité d'avoir l'introduction de nouveaux risques. Mm. Et donc de s'assurer qu'effectivement, ben, par rapport à ça, il y a une analyse qui a été faite pour dire, ben, aujourd'hui, c'est vrai que ben, je vais potentiellement exposer mes salariés, en fait, à d'autres risques. Mm. D'accord? Et après, en fait, un axe que je développe aussi, c'est de dire, bon, on a regardé dans le rétro, on regarde aujourd'hui comment on est, ce qu'on a mis en place. Et bien, mine de rien, quand on va faire cette analyse-là, ça va nous permettre aussi d'identifier potentiellement des trous dans la raquette, d'accord? Des éléments qui sont encore manquants. Mm. Et donc, le document unique va permettre d'identifier des actions justement pour combler potentiellement ces manques. Et Mm. donc là, on regarde devant. Donc c'est pour ça que pour moi, je considère ça comme la pierre angulaire des activités de prévention des risques pro, avec cette notion en fait, de prise en compte du retour d'expérience, et ensuite le fait de regarder devant. Et quand je parle de plan d'action, eh ben, l'idée aussi, c'est de donner en fait les moyens en fait à un chef d'entreprise par rapport à potentiellement un certain nombre d'actions, d'en définir en fait des priorités, de Mm. définir des priorités de ces actions. Les Mm. priorités en fait étant basées forcément sur la criticité effectivement des risques qui sont identifiés. Mm. Ben, je trouve que le fait que tu parles de plan d'action sur des petites entreprises, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la loi, en fait, si tu me diras si je me trompe, normalement, dans une petite entreprise de moins de 11 salariés, il doit faire son évaluation des risques. Éventuellement, il met des mesures de prévention en face, mais il n'y a pas la notion de plan d'action qui est imposée, qui est obligatoire. Ça démarre après. Euh, et mettre ça déjà à n'importe quelle taille d'entreprise, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet au chef d'entreprise, à l'employeur, de d'avoir vraiment entre guillemets, de savoir quelles sont les actions qu'il doit mettre en œuvre dans l'année à venir. Donc, ça veut dire aussi d'avoir une idée de budget parce que c'est le nerf de la guerre quand même, les finances, d'avoir une idée de budget, des mesures qui sont dans son document unique, dans son évaluation des risques professionnels et de ce qu'il doit mettre en face. Ça va démarrer à tout simplement l'achat de consommables dans l'année, ça peut lui permettre de quantifier des choses très très basiques, mais aussi de se dire, tiens, voilà, idéalement, ça serait bien d'avoir ça, d'avoir cet équipement-là, peut-être l'achat d'une machine ou autre, et de se dire, ben, au moins, je l'ai dans un plan, je l'ai dans la tête et je l'ai dans un plan peut-être d'investissement. Des fois, on sait que, par exemple, une petite entreprise, elle peut pas acheter certaines machines ou certaines choses de suite, mais qu'elle peut faire des provisions. Elle peut se dire, dans 3 ans, voilà. Aujourd'hui, la situation, elle n'est pas la solution, la situation idéale, mais peut-être que, voilà, si je fais des provisions chaque année, dans 3 ans, je peux investir là-dedans. En tout cas, c'est ma vision. Et avoir cette vision-là, même si on est une petite entreprise, c'est extrêmement intéressant parce que ben, ça prend en compte le côté finance de l'entreprise. Et je pense que tu me diras si c'est ton cas, mais par exemple, un chef d'entreprise qui va dire voilà, moi, je sais pas, donne un chiffre au pif, hein, mais j'ai 5 000 € à consacrer à la prévention.
Et le plan d'action va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut faire au mieux parce qu'on a identifié les risques majeurs, on a identifié, tu le disais avec tes mots, les priorités. Mhm, Quelles sont les priorités de mon entreprise dans mon contexte aujourd'hui et par rapport à ce qui est à l'existant? Parce que c'est ce que, dans ce que tu dis, moi je comprends que voilà, le passé, il est intéressant parce qu'on a déjà des événements qui sont arrivés dans l'entreprise, on a un existant qui est là aujourd'hui et comment je me projette dans le futur pour, en tout cas, ne pas revenir en arrière, enfin, en tout cas, ne mhm, pas régresser en termes de sécurité et de prévention, et mhm. puis comment je fais pour améliorer, quoi, pour passer au niveau dessus. Alors, déjà, pour réagir par rapport à ce que tu dis, à ce que tu as dit au tout départ, moi, je ne peux pas concevoir d'aller faire un état des lieux, quelle que soit la taille d'une entreprise, en fait, sans avoir un plan d'action derrière. Hmm. Parce que dans la petite structure, notamment, ce que veulent les gens, c'est du concret. Hmm. Donc, leur donner une photo pour qu'ils l'affichent dans leur bureau, d'accord. Généralement, ils nous ont pas attendus pour la déco, et effectivement, ça ne leur apporte rien. Hmm. Donc l'idée pour moi, c'est pour ça que ben, la loi, c'est une chose. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Et Hmm. donc du coup, aujourd'hui, même avec mes clients qui ont moins de 11 salariés, forcément, pour tous, j'ai un plan d'action. Hmm. Ça, c'est la première chose. Pour la deuxième chose, le deuxième aspect, effectivement, ce qui est important, et notamment dans les petites structures, c'est de montrer en fait qu'on s'intéresse à la problématique de l'entreprise. Et notamment, tu l'as parlé, le nerf de la guerre, en fait, c'est la partie financière. Hmm. Je vais donner un exemple concret. J'ai travaillé récemment pour un client, d'accord, qui gère la première centrale hydroélectrique en fait du département de l'Aveyron. D'accord. J'ai photographié la plaque, d'accord. C'est la plus vieille effectivement du coin. Je suis allé faire un état des lieux là-bas. Inutile de vous dire que forcément, en fait, elle n'était pas au goût du jour. Et que ma vision, quand je suis rentré, j'ai vu des risques en fait un petit peu partout dans cette structure-là. Hmm. En discutant avec la personne en fait qui y travaille au quotidien, elle a fini par me dire que cette centrale en fait allait à court terme être rasée pour en faire une nouvelle. D'où le fait de prendre en compte, et là ça paraît juste évident, le fait de ne pas en fait engager de gros investissements pour un élément en fait qui va disparaître en fait Hmm. d'ici les moins de 5 ans, on va dire. Donc du coup, on a trouvé des solutions simples, pragmatiques, avec un minimum de budget. L'idée, ça a été de dire, eh ben, c'est génial, parce que du coup, dans l'établissement du cahier des charges en fait pour la suivante, vous me montrez en fait les risques que vous voyez, et donc forcément, je vais les prendre en compte en fait pour la suivante. Hmm. Et là, pour moi, c'est un exemple concret d'une petite structure qui, du coup, a dit, ben voilà, je m'y mets. Et alors, pour illustrer la chose, eh ben, mine de rien, on pourrait croire que petite structure, donc allez, on fait une photo et puis on s'en va. Concrètement, j'en suis à ma troisième mission, en fait, pour cette structure-là. Hmm. Un patron n'étant pas forcément convaincu au départ et qui maintenant a un employé qui systématiquement, quand il met des actions en œuvre, en fait, envoie des photos pour illustrer le. Et Hmm. juste pour terminer cet exemple-là, le fait d'avoir un grand groupe qui est passé, qui est en charge en fait de l'entretien de tout le, on va dire, le gros équipement électrique, et vous imaginez qu'il y en a dans une centrale Hmm. hydroélectrique, d'accord, qui est passé, qui a dit, ah mais c'est juste génial en fait tout ce que vous avez mis là. Oh, quelle évolution significative en très peu de temps et Hmm. pragmatique et surtout Hmm. pragmatique. Oui, c'est ça. Hmm. Voilà, c'était pour illustrer en fait ce que je venais de dire. Oui, oui, non, mais c'est ça, c'est ce qui est important parce qu'en fait, le chef d'entreprise, s'il envoie les bénéfices, s'il sait pourquoi, il arrive à avoir la démonstration du pourquoi je vais investir là-dedans. Et je parle bien, et je choisis bien mes mots, investissement, Mhm, c'est-à-dire parce que j'associe retour d'investissement derrière. Voilà, c'est là où ça va être intéressant. Et puis je pense qu'en plus, toi, tu as une expérience à la fois industrielle et des gros systèmes, mais à la fois des petites entreprises. Et ça permet, ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est que tu n'imposes, tu vas pas, tu as une réelle expérience. Donc en fait, c'est pas que du théorique d'une grosse structure que tu vas appliquer à une petite qui mhm, ne fonctionnerait pas. Et il y a toujours une adaptation. Et moi, quand j'en faisais des documents uniques, c'est ce que je voyais, c'est qu'il y a vraiment, on peut prendre trois entreprises, peut même 10, même deux, qui ont le même métier apparemment, mais en fait, on s'aperçoit que quand on est dans le document unique et dans l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, eh bien, on n'a pas les mêmes résultats. mhm. Même sur des, même sur des situations dangereuses communes. En Oui, fait,
l'évaluation des risques initiaux est souvent on va dire la même, mais par contre, les mesures de prévention ne sont pas du tout les mêmes parce qu'elles prennent en compte la culture de l'entreprise, elles prennent en compte les moyens de l'entreprise, elles prennent en compte l'existant. Elles prennent en compte, et là tu l'as dans ton exemple, elles prennent en compte aussi le futur de l'entreprise. Et donc un document tout fait, tout type, entre guillemets, qu'on trouverait en ligne, eh bien, en fait, va pas forcément du tout être adapté et va pas être un outil de gestion derrière, quoi. En plus, autre précision que je pourrais apporter, si tu me le permets, Hmm. c'est de dire aussi, ce que je trouve très important en fait, dans le côté, accompagnement personnalisé pardon, c'est le fait en fait de faire passer le message suivant: «Aujourd'hui, quand je me lève, mes risques principaux, je les connais. Hmm. Donc je vais mettre des moyens en fait sur ces risques majeurs». D'accord? Par contre, on peut très bien se rendre compte en fait qu'on va dire entre guillemets: «Il y a des risques connexes» Hmm. qu'on pourrait tendance à avoir à on pourrait avoir tendance pardon à négliger et sur lesquels justement en fait très peu de moyens sont mis Hmm. et qui peuvent donner lieu en fait à un problème pour la suite. Hmm. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait d'aller voir sur place ce qui est vraiment disponible pour dire ben là par rapport à ces risques majeurs, je pense que là vous avez fait ce qu'il fallait. Par contre attention ça vous avez tendance à le négliger et le risque c'est que vous ayez un pépin en fait à ce niveau-là. Hmm. Et ça en fait si quelqu'un le fait tout seul dans son coin, en essayant d'aller à l'essentiel, justement, il va se focaliser sur ces risques majeurs, il va oublier les autres. Oui, oui, mais il va y avoir plein de biais cognitifs qui vont faire que il va Exactement, passer à côté de ce qu'il aurait dû, d'éléments sur lesquels il aurait dû être plus concentré, quoi. exactement. Hmm, ok. Donc voilà, donc ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, bon, moi, je rencontre de temps en temps des chefs d'entreprise dans des activités qui n'ont rien à voir avec le document unique, mais certains, ils dorment pas très bien la nuit hein, par rapport au sujet sécurité dans leur entreprise. C'est quelque chose qui les réveille des fois dans la nuit, dans la nuit. Donc d'avoir entre guillemets se dire voilà j'ai fait le boulot, euh, on sait où on va, on a mis en place des choses, ça permet de soulager un peu cette pression-là. Oui, et en sachant que moi, je vois aussi autre chose actuellement, c'est que par contre, notamment dans les sociétés d'une taille, conséquente, il y a pas mal de pression en fait, qui est mise sur le sujet Mm, et avec par contre là, de temps en temps, des excès. C'est-à-dire en gros, les gens en fait ont l'impression qu'on ne parle plus que de ça. mm, Et donc, entre guillemets, ils sont suréquipés, en fait, sur le sujet. Et j'entends de temps en temps des personnes dire, ben, à un moment donné, en fait, on va tellement être sécurisé qu'on pourra plus rien faire, quoi. mm, D'où l'intérêt d'avoir ce côté pragmatique en disant, voilà, il faut aller sur le terrain pour entendre, en fait, les gens qui travaillent, la façon dont ils travaillent, quelles sont leurs problématiques, pour mm. trouver, en fait, le juste milieu. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on l'entend souvent en formation, on entend souvent la phrase typique trop de sécurité tue la sécurité. Euh, mais c'est pas le sujet de ce podcast, mais sur moi qui suis spécialiste en l'attention et la concentration au travail je gère la partie compétence du facteur humain en sécurité, et bien effectivement, c'est pas totalement faux. S'ils le disent, si les gens du terrain le disent, c'est il y a vraiment quelque chose derrière. Bien sûr. Ils, ils sentent bien qu'à un moment donné, à force des fois de mettre plein de garde-fous, ça leur enlève en fait une certaine compétence à évaluer les risques et à prendre des mesures pour s'adapter. Et ça, c'est la réalité, hein. Ça se traduit par ce qu'ils disent justement trop de sécurité tue la sécurité. Ils ne savent pas trop comment le formaliser. Mais c'est là où j'aime bien ton approche que tu disais, approche pragmatique, de dire voilà, il faut un juste milieu aux choses et en fait on s'aperçoit bien hein, que où je mets beaucoup de sécurité, mais il faut pas que ça soit faillible parce que je fais perdre de la compétence aux gens à Mhm. détecter les dangers et à évaluer les risques, où je fais monter les gens en compétences fortement, on va dire type GIGN, RAID, c'est-à-dire que je m'entraîne beaucoup à toutes les situations, mais et après je les mets en œuvre pour que ça soit des automatismes, mais ça c'est pas la réalité des entreprises.
Mmh. C'est pas la réalité du terrain. Les entreprises, il faut qu'elles produisent, donc elles peuvent pas envoyer les gens à monter en compétences tout le temps. Mais il faut qu'elles gardent une certaine autonomie, et notamment quand on est sur des petites entreprises là, dont on parle, des TPE. On est souvent sur des entreprises où il y a des travaux manuels, des risques qui sont avérés, et donc il faut que les gens aient aussi gardé une certaine compétence, quoi. Mais Bien après, sûr. voilà, Et l'idée c'est le regard aussi des personnes entre guillemets sachantes un peu plus sur la gestion des risques, qui permet d'aider le chef d'entreprise à faire ce choix et ce juste milieu. oui, c'est pour ça que l'idée effectivement, ce qui est important, parce que pour rebondir sur ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est que le risque quand on va trop loin, c'est que la personne en fait ait l'impression de plus pouvoir travailler Mm, et donc du coup, s'expose en fait à des risques en fait en se «déséquipant» entre guillemets mm. et donc c'est là pour le coup en fait qu'on finit par avoir un pépin. Ouais, par Donc rejet. Par voilà, par rejet rejet. de, ouais. Voilà. Donc, comme tu dis, ce qui est important pour moi, c'est de trouver le juste milieu en disant, ben voilà, en fait, il y a une analyse qui est faite avec des moyens qui sont mis, mais de manière pragmatique. Et par contre, ce qui est pas négligé, c'est en parallèle, en fait, une sensibilisation, en fait, Mm, importante, en fait, pour que les gens disent, ben, même si là, en fait, au niveau sécurité, en fait, on n'est pas couvert et on n'est jamais couvert à 100%. Par contre, je suis toujours en veille par rapport à ces aspects-là mm. et donc, j'ai ce réflexe-là de réfléchir en fait aux risques et potentiellement à trouver des solutions pragmatiques Mm. pour essayer en fait de pas tomber justement dans le panneau et d'avoir le pépin, quoi. Ouais, et je rejoins quelque chose que tu disais au tout début. Tu disais le document unique, et il n'y a pas de document unique parfait. Mhm. Mais en fait, il y a des documents uniques qui peuvent toujours s'améliorer. Bien sûr. En fonction, et c'est là où je dirais des solutions toutes faites en ligne ne pourront pas répondre à ça, c'est que l'accompagnement, il va permettre d'avoir une analyse de la culture de l'entreprise et culture de sécurité de l'entreprise. Et l'objectif de l'accompagnant, ça va être de le faire monter en Mhm. compétences et le faire monter en gestion, mais pas lui faire franchir 3 paliers d'un coup. Il faut qu'il franchisse marche après marche. Et peut-être que la démarche d'amélioration elle va se poursuivre sur plusieurs années, mais au moins elle va s'inscrire dans quelque chose de plus durable que si, par exemple, on fait le document unique parfait, et même les mesures de prévention parfaites, mais que l'entreprise elle n'en est pas culturellement capable de mettre ça en œuvre, quoi. Mais on est dans la notion d'appropriation. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'adapter au rythme de l'entreprise et il faut dire en fait, il faut aller constater en les accompagnant qu'il y a une évolution, qu'il y a une progression. Et donc vous montrez aux gens, vous validez entre guillemets en fait ce qu'ils ont fait, ce qui les encourage en fait à poursuivre effectivement dans cette démarche-là. Mm. Et là, c'est pas vous qui avez amené la solution, en fait, c'est eux. C'est eux qui ont Mm. travaillé sur le sujet. Bien Et sûr. comme je dis, le message que je fais passer, vous avez un document unique. Il n'est pas parfait. Vous avez un plan d'action avec des préconisations. Et vous me dites, moi, ça fait 20 ans que je travaille, je connais le boulot. D'accord. Et plutôt que de faire ce que tu me dis, je fais comme ça. D'accord. Si effectivement le raisonnement et la justification est rationnelle, pour moi, en fait, vous êtes totalement dans l'esprit en fait de la démarche. Mm. J'ai réfléchi, on m'a proposé une solution et je l'ai adaptée à mon propre contexte. Mm. Pour moi, en fait, on est typiquement dans ce qu'il faut. Et Mm. là, on est dans l'appropriation en fait maximale. Mm. Ce qui permet pour moi, en fait, de garantir la pérennisation effectivement de la démarche. Mm. Plutôt que de dire je fais du one shot, d'accord, Mm. j'ai une solution, je le prends, je l'imprime, il est tout beau, machin, j'ai un beau plan d'action avec toutes les actions qui sont soldées. Et en gros, on revient 3 ans après, ça a servi juste à caler le bureau, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Bon, ça, c'est déjà, voilà, ça nous montre beaucoup les pistes, en tout cas, intéressantes, et puis les opportunités, voilà, comment on peut transformer cette obligation en opportunité. Euh, et quelle forme il a le DU si c'est un outil de gestion, euh, aujourd'hui on fait quoi? On a un format papier, on a un format Excel, des solutions en ligne. C'est quoi la forme aujourd'hui, on va dire, idéale pour une entreprise, une petite entreprise? Alors, aujourd'hui, comme tu le sais, hein, il n'y a pas de forme imposée. Hmm. Mmh. Et pour preuve, puisqu'on a vu qu'effectivement, il y a des gens qui avaient l'impression d'avoir un document unique et qui n'en étaient pas réellement un, ils n'en avaient que le titre, d'accord? Hmm. Donc déjà, effectivement, il n'y a pas de forme imposée. Aujourd'hui,
Si tu me demandes en fait pour moi ce qui est la meilleure solution, d'accord? Avant de partir sur une solution, réfléchissons en fait à ce que l'on recherche, ce que l'on recherche. La première chose, ce qu'on dit, c'est qu'on veut pas faire du one shot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on veut que la structure se l'approprie et donc du coup qu'elle puisse suivre l'évolution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver une solution la plus simple possible en fait pour le sortir la première fois et de s'assurer effectivement qu'il est simple du coup en fait de le maintenir à jour. Mmh. Donc aujourd'hui, on le voit bien, ça a tendance de manière automatique à éliminer la version papier. La version papier, ça marche, d'accord? Mais c'est toujours plus compliqué quand on veut effectivement le mettre à jour. Après, effectivement, on peut avoir, on va dire, des outils logiciels classiques, d'accord? Typiquement, on va trouver pas mal de sociétés, comme beaucoup de grosses sociétés. Aujourd'hui, il y a quand même un logiciel, d'accord, qui a quand même été très utilisé. Me demande pas les chiffres parce que je les aurais pas, mais le nombre de sociétés qui ont des milliers et des milliers, en fait, de fichiers Excel et qui tournent avec des fichiers Excel, en fait, Mmh. c'est énorme. Mmh. On est d'accord? Mmh. Par contre, reconnaissons qu'un fichier Excel, en fait, mal utilisé, d'accord, qui peut être une usine à gaz, c'est pas lisible, d'accord, Mmh. et c'est pas exploitable. Moi, j'avais eu tendance à dire, à un moment donné, avec mon âge avancé, d'accord, de dire aux gens qui m'envoyaient des fichiers, excusez-moi, d'accord, mais des milliers de lignes avec des milliers de colonnes, d'accord, moi, mon esprit est quand même au bout d'un moment à ses limites, d'accord, et j'ai tendance en fait à dire que, en gros, ce que je vais voir dans un premier temps, en fait, va être lié à la taille de mon écran, d'accord, quand je vais afficher le fichier, d'accord. Mmh. Donc c'est pas la peine de mettre des quantités d'informations, et ça sera très dur à gérer effectivement dans le temps. Mmh. Donc aujourd'hui, ben, il existe des solutions en ligne, on va dire, qui ressemblent plus à une application, on va dire, à des applications qu'à un fichier Excel. Mmh. L'idée, encore une fois, c'est de dire que eh ben, ce sujet, hein, il n'est pas non plus, c'est pas un sujet où, ben, une fois qu'on a fait le boulot, où on dit ouais, j'ai la banane, c'était super, voilà. C'est quand même un travail qui est fastidieux. Et donc du coup, arriver en fait à le mettre en forme et à avoir des outils, entre guillemets, «pratiques» à utiliser, et qui ressemblent, à ce que l'on utilise effectivement par ailleurs, peut être intéressant. Mmh. Donc, aujourd'hui, moi je préconiserais plutôt en fait d'utiliser effectivement des solutions dématérialisées que l'on peut trouver effectivement en ligne, mais encore une Mmh. fois, attention, pas en utilisant en cliquant sur un lien, Mmh. l'outil étant un moyen, en fait, de supporter une démarche. Mmh. Si tu me demandes aujourd'hui, comment tu définirais ton métier, moi je dirais que je suis un chasseur de risques professionnel. Je vais dans la structure, je fais un tour et à un moment donné, je dis en fait, au groupe de travail qui est avec moi: «On va profiter de l'occasion pour dégager un coin de bureau, on va poser un PC en fait et on va formaliser». D'accord? Mmh. Et c'est ça effectivement l'intérêt. Donc du coup, on fait le travail sur le terrain, on utilise en fait l'outil le plus simple possible en fait pour formaliser et qui va nous permettre effectivement de le mettre à jour facilement par la suite. Et Mmh. là, à mon avis, en fait, on est pas mal pour la suite. D'accord. Pardon. Et est-ce qu'au-delà de la gestion, donc enfin de l'évaluation des risques professionnels, des mesures de prévention, est-ce que toi, tu as, entre guillemets, pas découvert peut-être au fur et à mesure, mais, ou en tout cas, tu as des clients à qui tu donnes des pistes pour manager peut-être les gens vis-à-vis des risques, justement, quand il y a un nouvel employé ou autre, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as trouvé comme piste d'opportunités supplémentaires à juste l'évaluation des risques et les mesures de prévention associées? Bon, alors la première chose, et je vais faire le parallèle avec typiquement quand on parle d'un plan de prévention, par exemple. On dit on fait un plan de prévention, mais mine de rien, si le plan de prévention vous l'avez, vous le mettez dans un classeur et que les gens viennent travailler en fait et n'ont pas connaissance du plan de prévention, ça sert à rien. Donc la première chose, en fait, c'est déjà de dire, en fait, ce document unique, il faut que tous les gens le connaissent. Hmm. D'accord? Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une obligation, en fait, puisque chaque salarié doit pouvoir accéder, en fait, au document unique. Mais au-delà de l'obligation, c'est intéressant, en fait, qu'il en ait effectivement connaissance. Je vais vous donner un exemple concret, parce qu'il y a un élément important aussi, c'est de dire aujourd'hui, c'est bien beau de faire une évaluation, c'est bien beau d'identifier des moyens qui sont nécessaires, d'accord? Mais après, encore faut-il que les gens les utilisent. Hmm.
Donc moi, j'ai des clients aujourd'hui qui me disent, ben Arnaud, avec cette solution qui est simple, dématérialisée, qui est simple, qui est très accessible, où on peut présenter en fait les choses facilement, ben déjà, en fait, je vais prendre un moment dans l'année, je vais consacrer un moment dans l'année pour mettre les gens autour de la table en fait et pour leur présenter. Mhm. Puisqu'en fait, l'outil avec lequel tu as travaillé nous permet de le Mhm. présenter facilement. Deuxième chose, au-delà du document unique, présenter effectivement le plan d'action. Ça montre bien que c'est pas en fait du one shot et que ça s'inscrit dans le temps. Mhm. Et cet employeur-là, à un moment donné, en fait, m'a dit, je vais faire mieux que ça. C'est qu'en fait, pendant la période de présentation, là, la réunion de présentation, à un moment donné, on va s'arrêter et on va partir dans l'entrepôt et je vais aller leur montrer effectivement tous les moyens, d'accord, qui sont stockés dans l'entrepôt justement pour répondre à ce besoin-là, pour faire le lien entre les deux. Mhm. Pour que les gens comprennent bien que du coup, c'est pas du tout administratif. Mhm. C'est administratif, c'est un enregistrement en fait d'un état des lieux qui leur est présenté. Ils ne pourront pas dire en fait qu'ils n'en ont pas conscience de cette Mhm. analyse et des moyens qui sont mis à dispo. Et puis après, pour les sensibiliser encore plus, en fait, on va voir sur le terrain, on leur montre. Mhm. Oui, Et là, là, on concrétise la prévention ça permet par rapport à ta question, c'est la gestion par la suite. Et ben, ça veut dire que normalement, en fait, les gens qui vont être sensibles à ça, Mhm. ben, mine de rien, vont pouvoir demain être force de proposition dans leur cadre de leur boulot. Et Mhm. pour dire, ben voilà, mais on a un moyen là, mais il y a peut-être mieux quand même. Mhm. Et je vois aujourd'hui des gens qui ont un réflexe, c'est de dire, mais attends, je vais faire de la recherche, c'est parce que si ça se trouve, il y a des choses qui sont sorties depuis, qui sont plus intéressantes, pas forcément très onéreuses, parce qu'ils ont intégré que l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. Mhm. Et franchement, on est employeur, on a un employé qui a réfléchi, qui vient vous voir avec une solution en disant, on pourrait faire ça plutôt que comme ça, Mhm. parce que j'ai regardé, en plus, c'est pas trop cher et tout. Mais franchement, là, si on n'est pas sur de la fidélisation et sur de la co-construction, je sais pas ce que C'est c'est. clair. C'est clair. Et puis d'ailleurs, on s'aperçoit, hein, moi je le vois même dans mes missions, que c'est souvent les personnes qui sont sur le terrain et dans leur propre travail qui ont des fois réfléchi à leur propre solution face à un problème. Il suffit juste des fois simplement de leur ouvrir la parole et de leur poser la question. Exactement. Comment tu améliorerais cette situation de travail? Et en général, ben, les gars, ils ont déjà cogité un truc. Et comme tu dis, des fois, ils sont même allés sur Internet. Ils sont capables de te donner le modèle, le fournisseur et tout. Ils ont déjà fait le job, quoi. Et Donc, quand on parle actuellement, et on en parle pas mal, on n'a pas donné d'exemple de risque, mais typiquement quand on parle de risques effectivement psychosociaux, mhm, beh, typiquement aujourd'hui, donner en fait à un employé la possibilité d'être acteur en fait du changement, d'accord, au sein de son activité, c'est déjà effectivement l'intégrer pleinement en fait dans la démarche, l'intéresser à son boulot et donc du coup, c'est un des éléments effectivement, pour moi, c'est un des moyens aussi de prévention des risques psychosociaux. mhm. Bien sûr. Non, non, mais c'est là où, quand on dit une opportunité, c'est une opportunité en termes de mise en conformité, de mise en sécurité des salariés, mais c'est une opportunité d'intégrer les salariés dans cette démarche-là. Aujourd'hui, que ce soit une petite ou une grosse entreprise, un jeune, il rentre dans une entreprise, il regarde s'il y a des éléments liés à la sécurité et au bien-être au travail, il va le regarder, hein. S'il a si des salariés de l'entreprise parlent mal de la sécurité dans leur entreprise, bon, ça va pas certainement pas lui donner envie de rester ou même de chercher à rentrer dedans, quoi. Donc, en termes de fidélisation, comme tu dis, même de recrutement, ce sont des points importants, quoi. Et donc quand tu parlais effectivement, beh, qu'est-ce que ça pouvait aussi apporter, globalement dans la gestion de la structure? Hmm. Ouais, c'est pareil, je fais venir, j'ai une campagne de recrutement. Je peux être amené à recruter quelqu'un qui est, très intéressant, qui a des compétences, mais par contre qui vient d'un milieu complètement différent. Hmm. Et Ok. beh, je saisis l'opportunité de faire une analyse, une synthèse rapide et je peux en fait au cours, d'un des entretiens, lui présenter en fait les risques majeurs qu'il y a effectivement dans le cadre de l'exercice de cette activité. Hmm. Ouais, ouais. Il y a pas longtemps, moi j'ai rencontré une structure où, en fait, dans le cadre d'une campagne de recrutement, après un premier tri,
il demandait en fait à des employés en fait de faire une petite évaluation en fait sur la partie sécurité, d'accord, mm, qui est avec un niveau en fait mini à atteindre, d'accord, avant d'être intégré dans la structure. mm, Et donc du coup, quand ils arrivent en fait et qu'il y a de la procédure d'accueil qui se met en branle, le premier sujet dont ils parlent au départ, c'est sur ce fameux test. mm, Donc ils valident le fait que tous les gens en fait aient atteint le niveau qui va bien mm, et ils partent en fait faire un tour sécurité en fait de mm. la structure dans D'accord. le cadre de l'accueil. Mm. Donc c'est pour Oui, donner un oui. exemple. Donc là, il y a une démarche qui est plus globale et où la sécurité est intégrée dans les activités du recrutement, du quotidien. Voilà. C'est Donc ça. là, on a une démarche. Voilà, ça demande d'avoir un chef d'entreprise qui est dépassé, enfin, qui a rencontré des gens, je pense, comme toi ou comme d'autres, mais qui leur ont présenté la sécurité d'une autre façon, C'est avec une ça. autre vision et qui leur ont permis de voir les opportunités. Ok, très intéressant. Euh, Allez, troisième sujet. Alors là, maintenant, ben, on va dernière ligne droite. On va voir un peu aujourd'hui ben, où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a eu je disais, beaucoup de changements depuis la loi du 2 août 2021. Il y a eu des décrets au fur et à mesure. Justement, il y a des gens aussi qui jouent un peu sur cette pression-là ou qui en rajoutent alors qu'il n'y en a pas. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des fois, il n'y a pas urgence non plus. Mais il y en a qui bien communiquent là-dessus pour en rajouter. Euh, Aujourd'hui, une TPE-PME, qu'est-ce qu'elle devrait retenir en février 2025? Restons prudents parce qu'on ne sait jamais en mars ce qui peut sortir. Ils aiment bien sortir des choses en mars. Donc, en février 2025, aujourd'hui, on en est où du document unique d'évaluation des risques? Voilà, c'est quoi une TPE, PME devrait retenir aujourd'hui? Alors, sur le document unique en lui-même, pas d'évolution significative en fait sur la démarche. D'accord. La démarche reste une évaluation de risque classique. Le fait en fait de hiérarchiser les risques et donc du coup de prioriser les actions à mener, on est sur de la démarche classique. L'évolution significative qu'il y a eu, notamment lors de la dernière loi en fait d'août 2021, un des éléments importants, c'était le fait de créer un portail numérique dédié pour que les structures en fait aillent déposer leurs documents uniques. D'accord? Tous les ans. Hmm, C'est ce qui a donné lieu, notamment, à ce que l'on a, entre guillemets, dénoncé au départ, où il y a un certain nombre de gens qui, par opportunisme, se sont dit, ben, comme il y a un taux, en fait, de déploiement de ce document unique qui est pas énorme, et que maintenant, en fait, on parle de ce portail numérique dédié, qui se sont mis à proposer tout un tas de solutions, en fait, de modèles pour que les hmm, gens génèrent ce fameux document unique pour aller le déposer. Factuellement, aujourd'hui, ce portail qui devait être disponible pour juillet 2023 pour les boîtes de moins de 150 salariés et juillet 2024 pour les autres, d'accord, n'existe toujours pas. hmm, Donc pour moi, au-delà du fait qu'on pourrait croire que ça représente un frein, pour moi c'est une opportunité parce qu'il y a un certain nombre de sociétés opportunistes qui hmm, surfent sur ce portail numérique, qui du coup en fait vont aller vont chercher d'autres sujets. hmm, Donc ça va diminuer effectivement le nombre, de propositions entre guillemets que je pourrais considérer comme malhonnêtes en fait auprès des petites entreprises. hmm, Ça c'est ma vision des choses et ce qui va nous permettre du coup de travailler plus dans la sérénité en fait, pas du tout dans l'urgence hmm, pour essayer effectivement, de faire du bon boulot, d'accord? Et en essayant de faire passer les bons messages comme on a essayé de le partager en fait depuis le début. Donc, faire effectivement de ce document unique une opportunité euh, de pérenniser en fait des activités de gestion des risques effectivement dans le temps. hmm, D'accord. Donc ça, il faut le voir effectivement comme ça. Le seuil déclencheur, c'est toujours effectivement à partir de un salarié. D'accord, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les sociétés effectivement qui ont moins de 11 salariés ne sont pas censées effectivement le mettre à jour annuellement. hmm,
Bon, pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit avant, dans la mesure où on travaille sur un plan d'action, si on se voit tous les 3 ans, en fait, ça rime pas à grand-chose. C'est pour Mmh. ça que, moi, en fait, dans la façon dont je travaille, j'estime qu'il faut qu'il y ait un suivi effectivement en continu et là, on répond pas à la loi, on répond à un besoin que l'on a intégré effectivement dans notre propre stratégie d'entreprise. D'accord? Mmh. Donc là, je suis en écart par rapport à ça. Voilà. Un élément important que les entreprises doivent avoir en tête, c'est qu'avant, l'accès à ce fameux document unique, en fait, était relativement restreint. Mmh. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, tous les salariés peuvent y accéder et doivent savoir comment y accéder. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il faut avoir conscience aussi d'une chose, c'est que ce document peut être accessible, y compris par des anciens salariés. Mmh. D'accord? Mmh. Donc typiquement, j'ai travaillé dans la boîte X ou Y, j'ai un problème effectivement qui se déclare plus tard, Mmh. mais j'estime que effectivement mon employeur n'a pas fait tout ce qu'il fallait en fait pour ma sécurité quand j'étais chez lui. Donc dans le cadre d'une procédure, je peux très bien demander en fait à avoir accès en fait au document unique en vigueur au moment où j'étais dans la structure. D'accord? Oui, puis notamment pour les maladies professionnelles, on a une Exactement, utilisation longue et qui peut exactement, être, couvert sur plusieurs entreprises. exactement. Deuxième chose, il faut le reconnaître, en fait, on devient de plus en plus procédurier. Mmh. D'accord? Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que vous pouvez très bien, quand tout se passe bien, ouais, pas de problème. Mais effectivement, le jour où ça se passe moins bien et que vous avez potentiellement, vous devez en fait vous séparer d'un salarié, ça peut se passer plus ou moins bien. Et à ce moment-là, le salarié peut vous mettre au prud'homme, en fait, et puis mentionner effectivement ce fameux document unique. Et ce qui donne lieu, et ça, je m'inscris en faux sur le sujet, en fait, à des coups de fil en disant: «Eh, j'ai une procédure, en fait, il me faudrait un document unique». Non, non. Le document unique, c'est un document de prévention, d'accord? Mmh. Donc on ne fait pas cette démarche-là, il faut l'oublier. Je ne peux recevoir et n'entendre un appel comme celui-là, si simplement c'est pour la prise en compte de ce qui s'est passé, pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Mmh. D'accord? D'accord? Donc là, on assainit pour la suite. Vous voyez ce que Mmh. je veux dire? Oui, oui. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, l'inspection du travail, comme d'habitude, l'inspection du travail lors d'un contrôle, en fait, forcément va vous le demander. Mmh. Ce que j'espère Ce que j'espère, et c'est ma vision, c'est qu'effectivement, vous êtes exposé à une amende si vous n'en avez pas. Moi, je pense que plutôt que d'agir comme ça, l'intérêt, c'est que l'inspection du travail, en fait, donne des actions pour que ce fameux document unique, en fait, soit travaillé, en fait, dans la sérénité, avec Mmh. un plan d'action, en fait, pour le livrer. Mmh. Autre chose, la loi introduisait le fait que toutes les versions, effectivement, de documents uniques, en fait, doivent être conservées. Mmh. Donc une des règles aujourd'hui, c'est que tout employeur qui forcément en fait adhère à un service de santé et sécurité au travail est censé fournir en fait ce document unique, chacune des versions en fait à son service de la médecine du travail. Mmh. OK. Je ne sais pas Mmh. si Oui, j'ai oui. si j'ai été clair. Ouais, ouais. Je pense que c'est les points essentiels qu'il faut avoir en tête. Ouais. OK. Donc ça veut dire aussi que plutôt, plutôt une entreprise aujourd'hui, s'engagera dans la démarche, même si, effectivement, le premier jet qu'elle va faire ne sera peut-être pas parfait. Elle va surtout prendre en compte les risques essentiels de son entreprise, de son activité dans un premier temps. Au moins, ça lui permet d'avoir une chronologie et une évolution dans son document unique. Parce que même si tu disais il n'est pas obligatoire d'être revu tous les ans, moi j'aime bien ta démarche annuelle et surtout de plan d'action. Parce que qui dit plan d'action dit réaliser des actions. Mmh. Qui dit réaliser des actions dit améliorer, améliorer les choses. Et l'année d'après, ben, on repart sur un nouveau plan d'action. Euh, Peut-être qu'il y a des actions de la première année qu'on n'a pas finies et qu'on va poursuivre l'année suivante, mais on va certainement en rajouter. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une démarche d'amélioration continue. Tout à fait. Voilà, et dont le premier bénéficiaire de ça, je dirais, c'est l'entreprise au sens large, quoi. C'est l'employeur et ce sont les salariés de l'entreprise, quoi. Bien sûr. Donc,
Ok. Autre- Pardon. Et après la conservation là, bon, le portail n'existe pas et la conservation, une entreprise, comment ça se passe? Parce que bon, effectivement, la tentation, elle est grande de dire, ben voilà, aujourd'hui, je n'avais pas mon DU. Je vais faire mon document unique, mais je ne l'ai pas fait les années d'avant. La tentation, elle va dire, oui, mais il faut que tu me fasses les années d'avant. Oui, c'est ce que je disais, c'est Voilà, les fameux documents uniques rétroactif, potentiellement antidatés. rétroactif. Voilà. Donc ouais, ça, je pense que toute personne qui se respecte en fait, n'accompagnera, absolument pas en fait, sur le sujet. Hmm, Et un autre élément que je voulais mentionner, que j'ai pas mentionné tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est que quand il y a une évolution législative, on peut toujours en voir on peut voir les bénéfices, hmm, mais il y a certaines personnes en fait qui ne voient aussi que les côtés négatifs. hmm, Donc je vais essayer d'expliciter ce que je viens de dire. Typiquement, on pourrait dire en réaction, d'accord, au fait en réaction au fait que le document unique soit consultable, bah, par beaucoup plus d'intervenants, que ce n'était le cas, en fait, avant cette loi, en fait, d'août hmm, 2021, pourrait amener, en fait, un certain nombre d'employeurs à dire: «Ouh, mais il faut que je fasse attention, en fait, à ce que je mets dedans, hmm, parce que là, maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès». hmm, Mais c'est absolument pas la bonne démarche. hmm, Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout employeur qui se respecte, en fait, connaît les risques, est réputé connaître les risques effectivement de son activité. Et si à ce moment-là, en fait, vous cachez les infos et donc vous ne mettez pas les moyens en fait nécessaires, d'accord, en œuvre justement pour garantir la sécurité, vous pouvez être exposé en fait à une faute inexcusable derrière. hmm, Donc il vaut mieux l'identifier et comme tu l'as dit, avoir un plan d'action, même si c'est pas parfait la première année, mais montrer effectivement qu'on s'en occupe, d'accord? Plutôt que de le cacher. hmm, Donc du coup, aujourd'hui, tant qu'à se lancer dans l'exercice, l'idée c'est d'être le plus exhaustif possible, d'accord? Et de jouer effectivement la carte de la transparence. hmm. Oui. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. Compte tenu de l'état des lieux qu'on a partagé, aujourd'hui, plus les sociétés se lanceront trop dans la démarche, d'accord? Mieux c'est. Parce que Hmm. ça montrera effectivement qu'elles font preuve de bonne volonté. Eh oui. Hmm, Et donc c'est quelque chose. Alors ça, c'est un élément. Et puis il y a un autre élément. Alors je dépasse le cadre un peu réglementaire, mais il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que mine de rien, il y a une réelle volonté en fait de progresser sur le sujet. hmm, Puisque pendant longtemps, en fait, on a eu un nombre d'accidents du travail, en fait, globalement, qui diminuait, mais on arrive un peu à un plafond là, hmm, d'accord? Et ça stagne. Ça montre bien qu'effectivement, aujourd'hui, eh beh, il faut passer la vitesse supérieure, en fait, pour arriver, en fait, à le faire décroître encore de manière significative. hmm, Et pourquoi je dis que tout le monde va dans dans le même sens? C'est qu'aujourd'hui, avoir son document unique, en fait, à jour, entre autres, permet de monter effectivement des dossiers pour potentiellement aller acheter, en fait, des équipements, d'accord, qui vont dans le bon sens, en fait, de hmm, point de vue, en fait, sécurité au travail et hmm. qui peut donner lieu effectivement à, des subventions, notamment par la CARSAT ou des choses comme ça, où le Hmm. document unique à jour sera une des pièces au dossier. Hmm. Ah oui, puis selon l'activité, en plus, je crois que même il y a des assureurs aujourd'hui, des assureurs de l'entreprise, Mmh. qui demandent la réalisation du document unique pour, ben, entre guillemets, ne pas plomber la prime d'assurance quoi, de Mmh. l'entreprise. Tout à fait. Puisque alors ça, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais on pourrait très bien effectivement envisager une collaboration avec des assureurs pour dire, beh, si effectivement, votre client a fait cette démarche au préalable, Hmm. ça veut dire qu'a priori, il a pris un certain nombre de moyens, en fait, pour prévenir ces risques-là, que du coup, vous ne serez pas amenés à indemniser, en fait, par la Bien sûr, suite. oui, Donc tout là, en à fait. fait, on fait du gagnant-gagnant. Il y a aussi, dans le monde du bâtiment aujourd'hui, un certain nombre d'appels d'offres auxquels les entreprises ne peuvent pas répondre, en fait, si elles n'ont pas de document unique à jour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, même chez les gros majors et tout ça, du BTP et tout ça, il y a ça qui existe, ouais. Même dans les sous-traitants, quand on est sous-traitant d'une entreprise, voilà, ça fait partie du cahier des charges au moment de la qualification du fournisseur. Alors après, pour compléter ça, ce qui est important de dire aussi, et je pense que ça va, c'est tout à fait en ligne avec notre esprit, effectivement, tous les deux, notre façon de voir les choses, d'accord?
Typiquement, je vais vous donner un exemple. Je suis coiffeuse, d'accord. J'ai, vous savez, les sièges là Mmh. pour aller se laver les cheveux avec cette notion d'ergonomie, d'accord. Aujourd'hui, eh ben, typiquement, je peux monter un dossier pour avoir un financement de la CARSAT. Par Mmh. contre, par contre, le document unique en lui-même, d'accord, va montrer en fait une certaine volonté. Mmh. Par contre, ça ne sera jamais aussi bien que si, par exemple, vous avez votre document unique, vous avez des actions qui en ont découlé, typiquement, sur de la formation avec une formation, en fait, sur la partie gestes et posture, par exemple. Mmh. Et beh, dans votre dossier, vous dites: «J'ai mon document unique et j'ai lancé une formation, effectivement, gestes posture». Ça montre, en fait, à la CARSAT qu'il y a une vraie démarche, en fait, sur le sujet Mmh. et ça ne va aller que dans le bon sens, en fait, pour votre dossier Oui, oui, de bien sûr. subvention. Ouais, ouais. OK, ça marche. Donc, ouais, ouais, OK, donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, donc AT Consulting, c'est un organisme de formation, mais c'est aussi une solution qui est plutôt performante, puisque je l'avais vu il y a quelques mois, et puis en plus, elle s'est améliorée depuis. Et cette solution, c'est sur la gestion des risques, et je crois que ça s'appelle Securise. Est-ce que tu veux nous présenter cet outil? Ouais, je peux le faire, effectivement rapidement, hein, Oui, mais oui, comme je ouais. vous l'ai dit, c'est juste en fait, une application, où effectivement on a essayé d'avoir un cahier des charges en fait le plus pragmatique possible, où, bah, vous avez, un des éléments importants, beh, c'est que mine de rien, beh, quand on va, faire de l'accompagnement chez un pâtissier et beh, on va pas trouver les mêmes risques que chez un façadier. Donc du coup, en Hum, fait, on a un modèle spécifique métier en fait, en amont. Après, beh, on essaie de le faire, vous le comprenez et on l'a partagé avec Pascal et beh, chaque société en fait a ses propres spécificités. Donc ce modèle en fait, il est censé correspondre à un contexte le plus global possible, d'accord? Et ça veut dire que quand on fait de l'accompagnement et beh, on va instancier ce modèle en fait à votre propre cas, d'accord? Donc en gros, on est avec vous, c'est comme si on remplissait un QCM ensemble, on va dire, puisque la démarche en fait est prémâchée jusqu'à l'élaboration effectivement du document unique, puisqu'en fait, on a toute une première partie où on va faire, après la constitution du groupe de travail, bien sûr, eh ben, l'identification de tous les risques jusqu'aux situations de risques pardon, spécifiques à votre société. Derrière, en fait, on va avoir les moyens de prévention que l'on met en face. Suite à ça, eh ben, on va pouvoir générer le document unique et le visualiser ensemble. Ça hum, correspond à ce que l'on a vu ensemble au cours de la visite ou pas. En tout cas, si c'est le cas, on le valide. Et quand on le valide, ça va générer automatiquement en fait un plan d'action en fonction de cette évaluation des risques et forcément de leur criticité, et donc une priorisation de ces actions. hum, La particularité en fait de Securise, pour vous dire qu'en fait on a entre guillemets tombé une application correspondant à l'état d'esprit que vous avez pu ressentir au cours de cette session. Aujourd'hui, le plan d'action permet d'identifier Pierre, Paul ou Jacques en fait dans l'entreprise suivant en fait les risques concernés. Ça permet de sensibiliser réellement sur le terrain, d'accord? Même si à la fin, c'est Pascal qui est responsable en fait en global de la sécurité en fait au niveau de l'entreprise. Sur ce plan d'action, Pierre, Paul et Jacques ayant travaillé pourront estimer que leur action est terminée, mais elle ne sera clôturée que suite à un point effectivement avec Pascal. Là, c'est la première chose. Donc il y a vraiment la notion de groupe de travail et la validation par quelqu'un qui chapeaute effectivement tout ça. Un autre point qui est important dans ce plan d'action, c'est de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, on préconise telle solution, mais moi, Robert, ça fait 20 ans que je travaille sur cette activité-là, je fais plutôt comme ça. Donc j'ai la possibilité effectivement de le mettre en commentaire. Et donc avec la notion de la clôture de ces actions-là, qui permet de rapatrier automatiquement en fait les modifications du document unique en fonction des commentaires qui sont apportés. hum, Le tout en fait, enregistré dans un tableau de bord qui enregistre en fait toutes les actions qui ont été faites, d'accord? Pour avoir en fait des garde-fous qui enregistrent quand est-ce que vous avez fait votre dernière mise à jour, comment vous vous situez par rapport à la dernière mise à jour du modèle, et avec, une partie qui traite des priorités en fait, des actions effectivement à mener, d'accord? hum. Donc c'est ce que vous avez dans notre solution Sécurise. Bon après, juste une petite remarque, on s'est dit que bon, c'était quand même dommage, puisqu'il y a quand même une partie aussi affichage réglementaire,
sur lesquels en fait il y a des modèles qui sont déposés, d'accord. Eh ben, en gros, on a ces modèles qui sont disponibles dans l'application avec la possibilité de les customiser en fonction de vos chartes graphiques et notamment de votre logo. Ok, Donc donc voilà. Et donc, c'est vraiment un outil où on a, enfin, moi je l'ai vu, j'ai même pas vu encore la dernière version, mais je connais beaucoup d'outils de ce type-là en ligne qui n'ont pas l'accompagnement qu'il y a avec Securis, mais en fait, je trouve que c'est vraiment un outil où il y a un retour sur investissement pour une petite entreprise qui est vraiment excellent. Parce que voilà, une fois qu'on a lancé la démarche, eh bien en fait derrière on a, je dirais que des retours positifs, que des axes d'amélioration derrière dans l'entreprise. Et Arnaud a pas réévoqué le côté fidélisation, aide dans le recrutement et l'intégration des salariés. Mais c'est devenu quelque chose de très très important aujourd'hui. Et un salarié qui se sent bien dans son entreprise en termes de sécurité, ben, c'est un salarié qui a beaucoup plus envie de rester dans l'entreprise, bien sûr. Et en plus, cette démarche-là que peut amener, je dirais, un accompagnement avec le document unique, c'est de faire évoluer, de faire avancer aussi la culture. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, des exemples que tu as donnés, qui ont, je dirais, une culture de la communication en interne qui est déjà un tant soit peu développée. Mais ça peut aider, en tout cas, des chefs d'entreprise à prendre cette conscience-là et à développer, ne serait-ce que par exemple, la communication à l'intérieur de l'entreprise. Et si on développe la communication sur le sujet de la prévention, forcément, on a aussi des billes sur la communication, sur d'autres sujets dans l'entreprise, et ça peut aider au global, quoi. Voilà. Donc, on est d'accord. ouais. Surtout dans les petites boîtes, en fait, ça peut être une première pierre à l'édifice. Et comme tu dis, où en gros, on initie en fait un rendez-vous d'accord, Mm, au sein de la structure. Ben, dans la mesure où on a un sujet, pourquoi pas un second, d'accord. Et mm, en fait, on installe ça en fait comme une routine en fait mm, dans la structure. Et c'est vrai, je prends pas forcément le recul suffisant et tu m'amènes à le prendre et je t'en remercie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois en fait chez certains clients une évolution significative sur le sujet mm, où je sens qu'effectivement, il y a vraiment un dialogue qui s'est instauré ouais, c'est ça. et un véritable échange. Et la santé-sécurité, c'est vraiment le pilier, quelle que soit l'entreprise, qui va réunir tous les gens autour de la table. C'est beaucoup plus que, même presque des fois, que l'activité en elle-même de l'entreprise. Tous les gens vont se sentir concernés à chacun à son niveau et à son poste par sa propre santé et sa propre sécurité. Donc, c'est une porte d'entrée très intéressante, mais c'est pas toujours présenté comme ça, et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast aussi, pour que, au travers du document unique, on apporte aussi des pistes pour les chefs d'entreprise dans les TPE et qui se sentent aussi un peu moins seuls, parce que tu l'as dit en tout début, et je vais faire un petit résumé un peu de ce podcast aussi, parce que euh, on a vu au début que effectivement c'est quand même quelque chose qui existe depuis 2001, le document unique, que ben, ça fait partie des obligations du Code du travail, hein, mais qu'il n'y avait que 50% des entreprises, moins de 50% qui l'avaient réalisé. Mais à la décharge de ces entreprises-là, c'est que bah, c'est des sujets qu'ils connaissent pas, c'est pas leur cœur de métier, ça prend ça prend du temps, et d'autant plus quand on connaît pas et qu'on veut se lancer là-dedans, ben forcément ça nous prend encore plus de temps. Et face à ce mur-là, ben, on peut vite abandonner. Donc en fait, on n'est pas plus avancé sur le sujet. Mais tu nous as montré et expliqué aussi au travers d'exemples et au travers de ton retour d'expérience que ça avait quand même beaucoup d'opportunités d'amélioration dans l'entreprise, de favoriser la communication, les échanges et tout simplement l'amélioration continue, même du travail, hein, parce que on l'a pas évoqué, mais améliorer la sécurité au travail, ça améliore aussi la qualité du travail souvent, parce que derrière, voilà, quand on a des gens qui se sentent mieux dans leur sécurité, dans leur santé au travail, bah, en général, la qualité de leur travail et l'exécution de leur travail est souvent bien meilleure.
Mais ça, c'est entre guillemets une autre opportunité et une autre retombée positive de s'intéresser à la gestion de la prévention des risques professionnels en entreprise. Et donc, après, on évoquait, je dirais, la dématérialisation, mais qui n'est pas encore en cours. Et surtout, ben, la solution sécurise, moi, voilà, je trouvais extrêmement performante. Ben, surtout que c'est pas, voilà, tiens, tu cliques sur un lien, tu dis ton activité, puis ça te sort un document qui n'a rien à voir avec ta réelle activité. Donc là, on est sur à la fois un outil de gestion au quotidien de la sécurité, de la gestion des risques, mais à la fois un accompagnement là-dessus. Et en tout cas, c'est comme ça que le chef d'entreprise, il va rentabiliser son outil facilement derrière. Ok. Ben écoute, merci Arnaud pour tous ces éclairages. Et avant de nous quitter, enfin, il y a une question fondamentale de ce podcast. Cela signifie quoi pour toi, conjuguer organisation et humain? Ah, celle-là, je m'y attendais pas, j'avoue. Mais pour moi, en fait, bah, mine de rien, quand on voit les discussions que l'on a eues à travers notre sujet, c'est en gros donner l'occasion à des gens qui sont sur un lieu donné, qui partagent effectivement des lieux sur lequel effectivement dans lequel ils travaillent. La possibilité de dire aujourd'hui, j'ai un état des lieux, j'ai la photo du jour. Aujourd'hui, en tant qu'humain, on m'écoute sur ma perception des choses en fait, dans l'état actuel des choses. On me donne la possibilité en fait de donner des idées pour l'évolution et c'est ce qui va forcément en fait contribuer aussi potentiellement à des évolutions d'organisation. Donc aujourd'hui pour moi, une entreprise, c'est une organisation mais qui doit être au service en fait des humains qui sont là. Puisqu'aujourd'hui, quand on voit le monde tel qu'il est ouvert, sur les aspects purement techniques du travail, en fait, on va trouver des solutions partout. Tellement on a la possibilité de rencontrer des spécialistes un peu partout et forcément, en fait, on trouve des gens. Hmm. Par contre, ce qui fait la richesse, en fait, de l'entreprise, c'est les gens qui la composent. Donc, c'est la notion humaine, d'accord? Et avec leur volonté, en fait, de continuer à travailler ensemble, en fait, et de construire l'entreprise de demain. Et donc, en travaillant sur son organisation. Hmm. Donc, c'est là que je vois effectivement le lien entre les deux. Et c'est ce qui fait, comme je dis, ça ne s'apprend pas dans les livres, d'accord? Mais la meilleure organisation d'une entreprise est le résultat en fait d'une réflexion commune qui permet à chacun en fait de trouver sa place et de se réaliser au quotidien en fait dans le milieu professionnel. Hmm. Parce que quoi qu'on dise, même si aujourd'hui on considère que c'est pas forcément en fait le point le plus important qu'ont les gens en tête, d'accord, en allant en fait au boulot tous les jours, mine de rien, on y passe quand même un temps conséquent de notre vie. Et moi, je ne connais pas de gens, en fait, qui prennent plaisir à aller au travail, en fait, en reculant. Donc, leur donner les moyens de contribuer à l'évaluation de l'organisation pour travailler encore mieux avec les collègues qu'ils voient tous les jours, d'accord? Pour moi, c'est un gage de réussite. Hmm. Ben écoute, merci vraiment pour cet apport très inspirant. Merci pour cet échange qui apporte un éclairage et j'espère une ouverture sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et Arnaud, pour les personnes qui nous écoutent toujours et qui veulent en savoir plus sur toi ou sur AT Consulting, où est-ce je peux les diriger? Donc, déjà, nous avons un site qui s'appelle atconsulting.fr, d'accord, que Mhm. vous trouvez sur la toile. À un moment donné, comme l'a dit Pascal, vous verrez qu'effectivement, il y a une activité en fait de formation et de solutions. Si vous allez sur la partie solutions, vous allez tomber sur Sécurise, qui a effectivement son site dédié et qui lui est sécurise, Mhm. sécurise.org. D'accord. Ok. Tu es présent sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux? Sur LinkedIn principalement, Sur LinkedIn principalement. Est-ce que je peux mettre les liens dans la description? bien sûr, pas de Ok, souci. ça marche. Eh bien, écoute, merci Arnaud. Ben, merci à toi.
pour cette opportunité et cet échange que j'ai trouvé aussi très, très intéressant et en espérant qu'on intéresse du monde. Eh bien, c'est tout le bien que je souhaite à cet épisode de podcast. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile et à nous suivre pour plus de contenu sur la gestion de l'humain dans l'entreprise. À bientôt pour un nouvel épisode sur Premier Pas FOH.